Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne. Toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. En septembre 2014, j'ai eu la grande chance de pouvoir découvrir Moscou. Il y faisait encore beau. Partout, il y avait de belles fleurs de toutes les couleurs. J'ai beaucoup aimé les bords de la Moskva, la Moskova, les belles églises du Kremlin et l'extraordinaire galerie Tretiakov qui recèle l'une des plus importantes collections au monde, plus de 140 000 pièces, dont 15 000 tableaux, la majorité œuvres d'artistes russes, et surtout 4 500 icônes et sculptures, ainsi qu'une centaine de milliers de dessins et divers documents graphiques. Tous sont autant de témoignages de l'évolution de l'art et de la peinture russe au fil des siècles. Surplombant les bords de la Moskova, un énorme édifice religieux tout blanc, surmonté d'un dôme central doré, entouré de 4 autres dômes dorés plus petits, me frappa particulièrement. Je traversai l'immense parvis avant d'y pénétrer. Cet édifice, c'est la cathédrale du Christ Sauveur, construite en souvenir de la victoire de la Russie sur la grande armée de Napoléon en 1812. Le 25 décembre 1812, jour de la défaite de l'armée napoléonienne en Russie, le tsar Alexandre Ier ordonna depuis Vilno la construction à Moscou d'une cathédrale dédiée au Saint-Sauveur, en signe de gratitude à la providence divine qui permit à la Russie d'être sauvée de la destruction qui la menaçait, pour reprendre les termes du décret impérial. Cette guerre patriotique, considérée par beaucoup comme un avertissement divin contre la galomanie, qui s'était emparée de la société russe depuis le début du XVIIIe siècle, engendra un élan de patriotisme au sein de toutes les couches sociales du pays, ce qui explique en grande partie les projets architecturaux proposés à l'empereur, qui recherchaient tous l'union du christianisme et de l'histoire russe. La première pierre de l'édifice fut posée le 10 septembre 1839, pour le 25e anniversaire de la fin de la guerre patriotique. La construction dura 44 années. Elle fut financée intégralement par la couronne et par les dons publics. Au printemps 1880, l'architecte Thon, alors mourant, fut amené sur un brancard pour qu'il puisse contempler son œuvre. Il mourut le 25 janvier 1881, soit 2 ans avant la consécration de la cathédrale, dont la date avait été repoussée au 26 mai 1883, date du sacre d'Alexandre III, à la suite de l'attentat du 1er mars 1881 qui avait coûté la vie à Alexandre II. La cérémonie rendit hommage aux rares combattants de la guerre de 1812, encore en vie, et l'ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski, composée spécialement pour cette occasion, y fut interprétée. La cathédrale fut le siège des célébrations du centenaire de la guerre patriotique en 1912, puis du tricentenaire du règne de la dynastie des Romanov en 1913. L'édifice obtint alors le statut de siège du patriarcat et le 5 novembre 1917, pour la première fois depuis l'abolition du patriarcat par Pierre le Grand, un patriarche y fut élu en la personne de Tikhon.
La cathédrale resta par la suite le centre de l'orthodoxie russe. Afin de construire à sa place un palais des soviets, la cathédrale fut dynamitée sur l'ordre de Lazar Kaganovitch le 5 décembre 1931. La construction du gigantesque palais, censé mesurer près de 500 mètres de haut, qui devait être surplombé d'une gigantesque statue de Lénine, fut rendue impossible par la conformation du terrain et, après maintes tentatives, finalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale en 1941. L'emplacement demeura vide jusqu'en 1958, date à laquelle débuta la construction de la piscine Moskva, la plus grande piscine à ciel ouvert du monde. En février 1990, le Saint-Synode adressa une requête au gouvernement russe afin que la cathédrale fût rebâtie à son emplacement initial. En septembre 1994, la piscine fut démontée sur décret du président Boris Yeltsin et le 7 janvier 1995, la première pierre de la nouvelle cathédrale du Christ Sauveur fut posée par le patriarche Alexis II. L'édifice fut finalement consacré le 19 août 2000. Après la destruction de la cathédrale par les soviétiques, la colline Alexeïevski, sur laquelle elle s'élevait, avait été entièrement rasée, et il fallut donc reconstruire un stylobate immense pour y reconstruire la cathédrale. Ceci permit la construction de salles souterraines, faisant partie intégrante de la cathédrale, et dans lesquelles fut notamment créé un musée historique. La cathédrale actuelle se distingue de l'ancienne par les hauts reliefs en bronze qui ornent les façades, alors que les originaux conservés au monastère Donskoï étaient en marbre. Hormis son côté gigantesque, c'est bien sûr la tragique histoire de cette cathédrale orthodoxe qui me frappa particulièrement. À elle seule, elle témoigne de la haine anti-religieuse du régime soviétique qui alla jusqu'à la remplacer par une grande piscine. Mais aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que 64 années après sa démolition, la cathédrale a été reconstruite en 5 ans seulement, presque à l'identique, par le nouveau régime russe issu de la dislocation de l'Union soviétique. Rappelons que Boris Yeltsin était alors président de la Fédération de Russie. Durant ce même séjour à Moscou, j'avais aussi visité le ravissant palais d'été du tsar Alexei Mikhailovitch à Kolomenskoye, dans les faubourgs de Moscou. Ce palais est tout en bois. Il avait été construit entre 1667 et 1672, avant d'être démoli moins d'un siècle plus tard, en 1767. Fort heureusement, des plans et des dessins représentant l'édifice avaient été précieusement conservés, et le palais put être reconstruit à l'identique entre 2007 et 2010. Il fait le bonheur des visiteurs russes qui y retrouvent l'histoire et la culture de leur nation, mais aussi celui des touristes étrangers, touristes comme moi par exemple, en cette année 2014. La cathédrale du Christ Sauveur et le palais d'été du tsar Alexei m'ont donné une leçon que je n'ai jamais oubliée depuis. Cette leçon est la suivante. Quel que soit le vandalisme d'un régime, il est toujours possible, lorsque existe la volonté politique, de faire renaître des trésors architecturaux du passé que l'on aurait pu croire définitivement perdus. En découvrant le palais russe, j'ai eu une pensée pour le palais des Tuileries, incendié par des communards enragés les 22 et 23 mai 1871 et rasé 11 ans plus tard à la suite d'un décret voté par des députés de la Troisième République animés
de haine anti-monarchique et anti-bonapartiste. J'ai aussi pensé au palais de Saint-Cloud, bombardé et incendié le 13 octobre 1870, alors que, occupé par l'armée prussienne, il était la cible des canons français postés au fort du Mont-Valérien pendant le siège de Paris. Après la guerre, le palais resta à l'état de ruine pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que ces ruines soient rasées en 1892. Rien n'en subsiste en dehors du parc. L'état actuel de Notre-Dame de Paris, gravement endommagé par un incendie le 15 avril 2019, me fait songer à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. 4 ans après le sinistre, on ne voit toujours pas le bout de l'énorme chantier en cours. Quand donc la haute flèche de cette vénérable cathédrale dominera-t-elle à nouveau l'île de la Cité? Quand est-ce que la messe pourra être à nouveau célébrée dans cet édifice qui a défié les siècles depuis plus de 800 ans? Rappelons qu'il n'a fallu que 5 années pour reconstruire entièrement la cathédrale des bords de la Moskova. Ces souvenirs de Moscou datent de près de 9 années. À l'époque, j'étais ravi de ce séjour dans la patrie de Pouchkine, de Tchaïkovski, de Tolstoï et de Dostoïevski. Il m'avait comblé et je conserve un souvenir teinté de nostalgie des monastères orthodoxes et des berges de la Moskova. Mais hélas, beaucoup d'eau a coulé dans cette grande rivière, ainsi que dans le Dniepr, ce long fleuve qui traverse Kiev, avant de se jeter dans la mer Noire après avoir bordé la grande ville de Kherson. Depuis 1 an, un autre souvenir de Moscou m'est revenu à l'esprit, celui de ces jeunes élèves d'une académie militaire de 14 ou 15 ans, sanglés dans leurs beaux uniformes et coiffés de casquettes presque trop grandes pour eux, que j'avais photographiés sur la place Rouge. Aujourd'hui, ces garçons doivent avoir 23 ou 24 ans et, s'ils sont encore vivants, ils se trouvent certainement au front, quelque part en terre ukrainienne, dans le froid et dans la boue, marqués à vie par les atrocités dont ils ont certainement été les témoins et auxquelles ils ont peut-être même participé. Lundi 20 février, j'ai à nouveau pensé à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou en découvrant sur mon écran de télévision la beauté lumineuse du monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, alors que 2 présidents y déambulaient côte à côte par une belle journée hivernale. J'assistais, comme des millions d'autres téléspectateurs du monde entier, à un événement qualifié d'historique. La visite d'un président des États-Unis à Kiev, la capitale d'un pays en guerre depuis près d'1 an. Cette visite n'avait pas été annoncée. On savait seulement que Joseph Biden était attendu en Pologne le lendemain. Le secret avait été bien gardé. Rien n'avait filtré du long voyage en train dans la nuit du dimanche à lundi. J'avoue avoir éprouvé un certain respect pour cet homme âgé de 80 ans qui, malgré toutes les mesures de sécurité prises par les services de sécurité donc états-uniens et ukrainiens, a incontestablement fait preuve d'un certain courage physique en effectuant ce voyage. Nul doute que ce court séjour à Kiev a marqué les esprits, en particulier à Moscou, surtout lorsque l'on se rappelle que Vladimir Poutine, en 1 an de guerre, ne s'est jamais rendu en Ukraine auprès des centaines de milliers d'hommes qu'il a décidé d'envoyer risquer leur vie dans un conflit aussi inutile qu'absurde. Les images de Joseph Biden et de Volodymyr Zelensky, recueillies
dans une atmosphère de paix, à l'intérieur de la cathédrale, inondée d'une lumière presque irréelle, émanant des rayons du soleil filtrés par les vitraux, m'ont impressionné et m'ont poussé à vouloir en savoir un peu plus au sujet de ce majestueux monastère orthodoxe, édifié sur le bord d'une paroi rocheuse escarpée, surplombant la rive ouest du Dniepr. C'est ce que je découvris qui me fit penser à la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. En effet, il n'y a pas que l'éclatante beauté de ces deux édifices religieux, tous deux surmontés de dômes dorés, qui les rapprochent. Ils partagent aussi une histoire tragique, car le monastère Saint-Michel au Mont d'Or de Kiev a lui aussi été victime de la barbarie et du fanatisme bolchevique. Ce monastère, cœur de l'orthodoxie ukrainienne, est beaucoup plus ancien que la cathédrale moscovite. Il datait du XIIe siècle, ayant été édifié entre 1108 et 1113, même si certaines parties de l'édifice étaient plus récentes. Le réfectoire fut construit en 1713, la porte en 1760 et la tour du monastère en 1716-1719. Le monastère avait été édifié en l'honneur de l'archange Michel, le saint patron de Kiev. Il s'agissait du premier sanctuaire orthodoxe dont le dôme était recouvert d'or. Il devint la nécropole de la famille princière de la Russe de Kiev, nation ou pays qui est une sorte d'ancêtre commun à la Russie et à l'Ukraine, comme l'Empire carolingien est l'ancêtre commun de l'Allemagne et de la France. J'ai utilisé le passé pour évoquer Saint-Michel au Mont d'Or, car dans le cadre du déménagement du pouvoir soviétique en Ukraine de Kharkiv à Kiev, il fut décidé de raser ce splendide édifice religieux. L'Académie nationale des sciences d'Ukraine, qui venait de subir une purge stalinienne, statua que le site devait être rasé. Le seul scientifique qui refusa de signer cet acte de destruction, et je tiens à mentionner son nom, Mykola Makarenko, fut exilé à Tomsk où il mourut. Avant la destruction du monastère, le 26 juin 1934, les mosaïques byzantines avaient été démontées pour être présentées à l'Académie russe des beaux-arts de Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. En 1935, commença la destruction du monastère qui devait laisser la place à un ensemble monumental édifié en l'honneur de Lénine. À partir de 1970, des projets de reconstruction virent le jour, mais ce fut avec la décision du conseil municipal de Kiev en 1973 que commencèrent des actions de protection visant à préserver le site. Mais il fallut attendre 1991 et la chute de l'URSS pour que soient établis des plans de reconstruction. En 1997, ces plans furent approuvés et des fouilles archéologiques préliminaires furent entreprises. Le monastère fut ensuite entièrement reconstruit à l'identique et il est redevenu l'un des joyaux de Kiev et il abrite aujourd'hui le siège du patriarcat de l'Église orthodoxe ukrainienne. Rappelons que cette Église se sépara du patriarcat de Moscou en 2018, devenant ainsi une Église autocéphale. Nombre de téléspectateurs qui virent les deux présidents arpenter ces lieux chargés d'histoire ignoraient tout du passé de ce monastère. J'ai tenu à le rappeler aujourd'hui, car le souvenir de sa destruction, ordonnée par Moscou dans les années 30, est encore très vivant chez les Ukrainiens de toutes les générations. Ce souvenir, ainsi que celui de la destruction de nombreux autres sanctuaires chrétiens, ainsi que ceux de la grande famine orchestrée par Staline, l'Holodomor, qui fit entre 2 600 000 et 5 millions de morts,
en 1932-1933 explique pour une grande part la courageuse détermination du peuple ukrainien à ne jamais retomber sous le joug du voisin russe. Pour terminer, je voudrais vous laisser en vous faisant écouter des chants orthodoxes ukrainiens enregistrés dans cette même cathédrale du monastère du Dôme d'Or, enregistrés, je le précise, avant le début de la guerre en cours. Je vous souhaite, chers amis auditeurs et auditrices, un bon carême. À la semaine prochaine.